Le sujet suivant, on reste sur les soins de santé, mais cette fois-ci sur les soins aux personnes âgées. Et donc, comme la dernière fois, nous allons avoir une première présentation de ma collègue Justine Carlier, ici, et puis ensuite, après cette brève présentation, Monsieur Frédéric continuera. Voilà, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les soins aux personnes âgées. Donc moi, je vais m'occuper de faire une très brève introduction avant de laisser la parole à notre expert. Donc ma présentation va être divisée en plusieurs parties. Je vais d'abord commencer par vous expliquer de quoi on parle quand on parle des soins aux personnes âgées. Ensuite, je vais vous expliquer la répartition des compétences avant et après la 6e réforme. Ensuite, le transfert en pratique, donc la répartition du budget, le mécanisme de transition et les moyens transférés ces dernières années. Et ensuite, on va parler des enjeux pour l'avenir en ce qui concerne cette compétence-là. Donc, à quoi fait-on référence quand on parle des soins aux personnes âgées? Donc, ce sont les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour et de court séjour, les hôpitaux gériatriques isolés et les hôpitaux spécialisés isolés. Donc, dans le cadre de la 6e réforme de l'État, ces compétences ont été transférées aux 3 communautés et à la COCOM et pour Bruxelles. Et on a également eu le transfert de cette compétence de la communauté française à la région wallonne dans le cadre des accords intrafrancophones de la Saint-Émile. Donc, comme l'a expliqué M. Collin avant la pause ce midi, en réalité, les soins aux personnes âgées, c'était déjà une gestion commune entre l'État fédéral et les entités fédérées. Donc, les entités fédérées étaient déjà compétentes pour les centres de court séjour et les maisons de repos pour les personnes âgées. Mais suite à la 6e réforme de l'État, il y a eu un transfert de la compétence complète. Donc maintenant, tout est géré par les entités fédérées, à l'exception évidemment du remboursement qui, lui, est toujours une compétence fédérale. Il est aussi très important de savoir que l'allocation d'aide aux personnes âgées a également été transférée aux entités fédérées. Donc, comment est-ce que s'est fait la répartition du budget? Donc, quel montant de dotation a été alloué à chaque communauté? Donc en 2015, on a décidé que le budget serait réparti selon une clé population, donc des plus de 80 ans et lié aussi à la croissance du PIB. Donc en 2015, on avait cela et en 2016, il était prévu que cette dotation soit indexée et liée à 82,5% de la croissance économique réelle par habitant et à la croissance des plus de 80 ans sur notre territoire. En revanche, depuis 2017, la dotation est indexée et liée uniquement à 65% du taux de croissance de l'économie. Donc ça, c'est avec des règles, évidemment, si le taux de croissance du PIB réel ne dépasse pas 2,25%. Comme pour toutes les autres compétences, il y a un mécanisme de transition qui a été mis en place. Pourquoi? Parce que la clé population des plus de 80 ans ne correspond pas forcément à la clé besoin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la répartition qu'il y a du budget après 2015 ne correspond pas forcément à ce qu'ils recevaient avant. Donc pour déterminer ce mécanisme, on a pris donc la différence entre ce que les entités allaient percevoir grâce à la nouvelle clé et le montant qu'elles auraient perçu en fonction de leurs besoins donc avant 2015. Si le montant est négatif, ça signifie que l'entité va devoir recevoir une aide supplémentaire. Pourquoi? Parce que ses ressources sont inférieures à ses besoins. Et si le montant est positif, ça signifie que le montant de transition sera déduit parce que ses ressources sont supérieures à ses besoins. Donc comme vous pouvez voir sur le slide ici au-dessus, le mécanisme de transition et les montants étaient négatifs pour la communauté flamande et la communauté française, donc ça ce sont les estimations en 2015, et positifs pour la COCOM. Donc il n'y a pas la communauté germanophone dans ce tableau-là, mais c'est pour vous donner une idée de si c'était négatif ou plutôt positif. Sur le slide d'après, vous pouvez voir maintenant les montants qui ont été transférés ces 3 dernières années aux différentes communautés et à la COCOM. Donc on a les montants pour 2019, les montants pour 2020 et les montants pour 2021. Donc ces montants proviennent du budget de l'État fédéral.
Donc, quels sont les enjeux pour l'avenir? Je pense que l'enjeu principal qu'il y a actuellement et qui sera pour l'avenir, c'est le vieillissement de la population. Donc, le vieillissement de la population, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une situation dans laquelle on constate une modification de la structure d'âge de la population. Donc, plus particulièrement, on observe une augmentation de la proportion des personnes âgées, donc des plus de 65 ans, par rapport aux autres tranches d'âge. Lorsqu'on parle de vieillissement de la population, on parle très souvent du taux de dépendance économique des personnes âgées. Donc ça, c'est le ratio du nombre de personnes âgées donc de plus de 65 ans sur le nombre de personnes actives, donc âgées entre 15 et 64 ans. Pardon. Donc sur ce graphique, on peut voir l'évolution et la projection du taux de dépendance des personnes âgées entre 1950 et 2030. Donc on a les chiffres pour la Belgique, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Italie et le Luxembourg sur ce graphique-là. Donc on a la Belgique et les pays limitrophes, mais on a voulu montrer aussi l'Italie et le Luxembourg parce que l'Italie aura un taux de dépendance supérieur au nôtre et le Luxembourg a un taux de dépendance nettement inférieur à nos pays. Donc en 2030, on peut voir que pour l'Italie, ce taux va avoisiner presque les 45%, alors que pour le Luxembourg, c'est nettement plus faible, aux alentours de 26%. On peut voir aussi que pour la Belgique, l'évolution, même si dans les années 50, elle était relativement élevée, mais à la fin, dans les années 30, les projections, elles restent quand même nettement faibles par rapport à nos pays limitrophes. Donc pourquoi est-ce que le vieillissement de la population est un enjeu important? Parce que le vieillissement de la population engendre des dépenses sociales importantes. Donc sur ce slide-là, vous pouvez voir les dépenses sociales liées au vieillissement de la population estimées par le Bureau fédéral du plan. Et l'évolution entre 2019 et 2070. Et on peut voir que les postes les plus importants dans les dépenses liées au vieillissement, ce sont les pensions et les soins de santé. Donc on peut voir que en 2019, les dépenses sociales liées au vieillissement représentent 24,6% du PIB, alors qu'en 2070, elles vont représenter 29,8%. Ça fait une augmentation de 5,2 points de pourcentage. On peut également voir que pour ce qui est du chômage et des allocations familiales, ces deux postes vont, eux, en revanche, diminuer. C'est vraiment les pensions et les soins de santé qui posent le plus problème. Donc, le vieillissement de la population est un enjeu important puisqu'il aura une grande influence sur les dépenses sociales dans les années à venir. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce que les entités fédérées doivent-elles gérer cela, comment est-ce qu'elles ont déjà fait pour gérer ce vieillissement de la population, et qu'est-ce qu'il pourrait être fait encore plus après dans les années à venir pour gérer ce vieillissement de la population. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, nous accueillons M. Vincent Frédéric. Donc, vous avez fait des études de droit à l'ULB et vous avez commencé votre carrière comme avocat pour ensuite travailler dans l'industrie pharmaceutique, si je ne me trompe. Mais vous êtes à présent administrateur de FEMARBEL, la Fédération des maisons de repos du secteur privé. Vous êtes également administrateur de BESI et administrateur et membre du comité de direction du VLOSO, la Fédération flamande des maisons de repos du secteur privé. Vous siégez également, comme vous me l'avez dit, dans tous les organes compétents pour les maisons de repos à Bruxelles et en Wallonie. Voilà, je cède la parole. Merci, donc c'est un grand cumulard qui parle devant vous. Le mandat non rémunéré, je le souligne parce que c'est trop pénible au niveau de la déclaration fiscale. C'est vrai que le vieillissement est un enjeu important pour notre société. C'est vrai aussi qu'il faut être prudent avec les statistiques de vieillissement, puisque quand vous avez des courbes démographiques qui démontrent que la population vieillit, en termes de soins de santé notamment, il convient de voir aussi dans quel état de santé les personnes restent. Et donc les statistiques doivent toujours être prises avec prudence. Je note notamment avec grand plaisir, et je vous en remercie vivement, Madame, que donc le Luxembourg, qui est un pays où l'essence est moins chère, où l'alcool est moins cher, où le tabac est moins cher, c'est un pays où on est en meilleure santé.
juste un raccourci évidemment qui n'a pas un caractère scientifique, mais qui démontre la prudence qu'on doit avoir avec les statistiques, mais qui est tout à fait bonne. Je vais aussi faire comme Benoît Collin, je vais parler à titre personnel, sachant que je fais partie de la génération qui s'appelle maintenant des dinosaures, qui ont vécu l'INAMI pendant de nombreuses années, qui vivent la réforme de l'État et qui représentent une forme d'histoire qui tout doucement va disparaître dans les limbes de la nuit, mais qui nous permet, et c'est un avantage et parfois une souffrance pour moi, de suivre la situation dans les 3 régions du pays avec les visions politiques de celles-ci. J'ai donc essayé de répondre à ce défi en ayant au préalable enlevé ma montre parce que je ne veux pas dépasser le temps qui m'est imparti. Comme ça, je peux me surveiller. Sinon, vous me tapez dessus, hein, c'est connu. Mais je le sais pas en doute. Bien. Donc, je crois qu'il est nécessaire de camper un peu le décor et l'histoire du secteur. Donc, le transfert de compétences de la 6e réforme de l'État a été évidemment un événement important, essentiel pour le secteur des personnes âgées, mais ce n'est pas une nouveauté. Donc, quelque part, la communautarisation, régionalisation du secteur a commencé dans les années 80. On a commencé à communautariser les normes d'agrément, hein, donc les premiers décrets communautaires pour les maisons de repos, mais pas pour les maisons de repos et de soins. Et puis, peu à peu, le fil de la bobine s'est déroulé, comme j'ai entendu d'ailleurs au Sénat, on ne parlait plus de fil de bobine, mais de tube de dentifrice qui se vide. Et qu'il est facile de vider, mais impossible à re-remplir. Ça, c'est une image assez juste qui était employée, et c'est le constat que je vais être amené à faire, puisque de mon côté, moi, je suis un homme qui est payé pour être pragmatique et trouver des solutions, et surtout pas être nostalgique. Hein. Le bon vieux temps de l'INAMI, je ne suis pas là pour ça, ça n'est pas mon métier, c'est simplement de constater que plus le temps passe, plus un retour vers le passé est difficile, sinon impossible, puisque les choses ont été trop loin, et que vous aurez un exposé sur, par exemple, le droit du travail qui reste fédéral, je peux déjà vous dire qu'on est dans des logiques complètement divergentes, ou presque complètement divergentes. À Bruxelles, vous avez des maisons de repos bicommunautaires, des maisons de repos monocommunautaires flamandes, pas loin de maisons de repos wallonnes, où vous n'avez pas un seul membre de personnel dans ces 3 maisons qui a le même nombre de jours de congé. Donc on est parti vraiment dans des zones qui seront correspondantes avec le temps à celles qu'on connaît maintenant dans l'enseignement, où je pense qu'une comparaison entre l'enseignement flamand et francophone amènerait des divergences vraiment, je pense, substantielles. Donc c'est une histoire progressive de transfert de compétences, avec évidemment cette 6e réforme de l'État, qui a été une réforme majeure, puisqu'on parle beaucoup du transfert des compétences en matière de santé, mais c'est bien l'ensemble, ou presque l'ensemble du bloc entier de compétences sur les maisons de repos qui étaient transférées. Donc vous avez les compétences de soins de santé, INAMI, donc le forfait, avec aussi un champ de compétences particulier qui est le financement des accords sociaux qui ont été conclus sous l'Empire, d'abord sous l'Empire du fédéral et qui le sont maintenant sous l'Empire des communautés et régions, ainsi que le transfert de la compétence sur les prix, puisque le secteur des maisons de repos est un des derniers à faire l'objet d'une réglementation sur les prix, et on verra dans certains commentaires que quand on commence à jouer avec de nouvelles compétences, au sens noble du terme, la prudence s'impose, sinon on s'expose à des conséquences que je vous exposerai tout à l'heure. Donc, pas de surprise, beaucoup d'angoisse du côté des prestataires, puisque on se posait honnêtement de savoir la question comment les entités fédérées allaient pouvoir gober les choses, si je puis dire, ou les digérer. La première grande préoccupation, c'est évidemment la continuité du financement. Le chiffre d'affaires d'une maison de repos et de soins, ce qui permet de payer son personnel, mais il a 2 sources essentiellement. La source du prix d'hébergement payé par les résidents et la source de l'intervention de l'autorité publique dans sa partie soins et dans sa partie financement des accords sociaux. Grosso modo, vous avez des charges personnelles qui correspondent aux alentours de 55 ou 65% des charges d'exploitation d'une maison. Ce sont des PME, c'est dire que l'interruption
d'un financement lié à un problème de continuité du financement lié à un transfert de compétences était un enjeu majeur et un défi majeur à relever par les administrations qui ont repris les compétences. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit ce matin. Le choix a été fait en Wallonie, à Bruxelles, d'un système Bismarck, comme on dit vulgairement, donc d'un système de cogestion avec la constitution d'organismes d'intérêt public, avec en Wallonie et Risquer à Bruxelles. La communauté germanophone a pris un autre système, et la communauté germanophone, quand il s'agit de réunir tout le secteur, c'est une table de 9 personnes. Donc ça se gère autrement, plus facilement, je pense. La communauté flamande a clairement opté pour un modèle à la Beveridge, avec un ministre et la Henskap, dont M. De Wolf, dont on a beaucoup parlé ce matin, qui, elle, a pris un modèle où, par exemple, la concertation avec les mutuelles et les organisations syndicales est inexistante. Le nœud n'est pas là. Le nœud est à l'administration. Donc, et ce défi, il a été relevé, je dois le dire, avec succès, tant au niveau de la ville Risquer que de la communauté flamande. On a dû mettre en place de nouveaux organismes, on a dû mettre en place de nouvelles administrations, et autant les gens qui me connaissent, certains dans cette salle, savent que je peux être désagréable quand je veux l'être, que j'estime que je dois l'être, autant ici, je dois souligner la qualité et l'engagement, le professionnalisme et les erreurs de jugement qu'on avait au départ en termes de préjugés de capacité, tant au niveau de la vie qui risquait, ce défi a été relevé brillamment et on leur doit beaucoup et pour longtemps. Maintenant, la question fondamentale, au-delà de cette continuité, c'est la consolidation du financement. Et là, la question qui se pose, c'est évidemment la question des dotations. Seront-elles suffisantes ou non pour couvrir les coûts? Quelles politiques permettront ces dotations ou pas? Comment vont-elles évoluer? Alors j'ai ici devant moi l'auteur d'un livre, enfin le co-auteur d'un livre, épais comme ça, où il y a plein de post-it, vous voyez ce que je veux dire, que j'ai beaucoup lu et surtout essayé de comprendre en tant que modeste juriste. C'était vraiment un enjeu majeur. Oui, mais ça, il faut toujours pouvoir prendre les mesures pour se défendre, n'est-ce pas, professeur? Mais donc, là, ce point-là est essentiel, évidemment. Et donc, je parle sous votre contrôle avec un stress maximal. Et là, le champ se trouve dans les articles 47.7 et 47.8 de cette fameuse loi, qui détermine donc les modes de fixation de la dotation, leur évolution. Il y a un mode de fixation, donc 47.16, c'est le classique. On a pris en effet un critère d'âge, on a pris des critères de population. Par exemple, pour la COCOM, on a retenu la notion de territoire, c'est-à-dire l'ensemble des personnes âgées de 80 ans et plus qui se situent sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, donc flamand compris. Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il y a une autre formule qui considère qu'il y a à un autre endroit 20% de flamands à Bruxelles. Donc, un certain nombre sont cachés derrière des plaques d'immatriculation francophone, comme dirait quelqu'un de la NVR, notamment Ben Weiss. Donc, là, ce mode de dotation a été fixé sur base de la population âgée de 80 ans et plus. Soit, il y a avec un mode d'évolution qui vous a été décrit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, mais surtout décrire sur ce qu'il ne contient pas. Après vous avoir brièvement expliqué le contenu et la manière dont le système fonctionne. C'est relativement compliqué, mais donc on va en prendre une base simple. En maison de repos, chaque résident bénéficiaire de l'assurance maladie et invalidité est évalué sur base d'une grille de dépendance, dite échelle de Katz. Et il est évalué à un certain degré de dépendance. À chaque degré de dépendance correspond une norme de personnel. Donc les hauts, ça ce sont des gens qui se portent beaucoup mieux que moi. Ce sont des personnes parfaitement valides et assez hauts. Et ça monte jusqu'à CD pour, non pas pour diplomatique, mais cédément, aidément. Les hauts se voient attribuer une norme de personnel de 0,25 infirmiers par 30 hauts, en moyenne.
Et puis ça monte évidemment jusqu'à 5 infirmiers, 6 aides-soignants, KED. Donc au fur et à mesure où le degré de dépendance augmente, au fur et à mesure où la norme requise augmente, et puis vous avez, au niveau de la maison, on fait un case mix, il y a autant de O, de A, de CD, etc. On calcule la norme totale de personnel requis. À ce personnel requis correspond un coût salarial qui est fixé par la loi. Ça vous donne une masse salariale totale qu'on divise par le nombre de journées qui ont été facturées dans une période de référence et on aboutit à un forfait individuel à l'établissement qui est fixé pour une durée d'1 an. Ça, c'est le système. Et donc, au niveau du budget, évidemment, au niveau des estimations techniques, c'est un point essentiel. Puisque ces estimations techniques, elles vont être faites sur base de quoi? Sur base du comptable de la période de référence précédente, mais aussi du calcul d'un trend d'évolution des dépenses à législation constante. La formule que ne contient pas l'article 47.7, c'est un élément de croissance de la dotation par rapport moins au vieillissement en tant que tel qu'à la croissance de la dépendance. Et c'est cette croissance de la dépendance moins que la croissance de l'âge en tant que tel de la personne qui va peser sur l'évolution des budgets et qui va créer, le cas échéant, pas le cas échéant, inévitablement un différentiel avec les montants de la dotation. Je vous donne non pas les tout derniers chiffres, parce que les tout derniers chiffres, j'ai les chiffres pour le forfait 2021, mais c'est une période, je pense que personne ne contestera que l'année 2020 a été un peu spéciale, pour employer un gigantesque understatement, et donc je ne pense pas que ça soit la meilleure période de référence, d'autant plus qu'on a pu, en mesure de soutien, facturer des journées fictives. Mais j'ai ici, et je ne l'ai malheureusement que pour Bruxelles et la Wallonie, l'administration flamande se refusant à communiquer aux fédérations et aux organes le résultat de chaque période de référence. Donc nous recevons depuis 2015 de Bruxelles et de la Wallonie la situation pour chaque établissement, du nombre de personnes qui sont facturées, de leur degré de dépendance, de l'équivalent temps plein au millième d'équivalent temps plein calculé, puisqu'il y a des normes qui se calculent au millième d'équivalent temps plein en maison de repos, et leur ancienneté moyenne et le montant du forfait. Ce sont évidemment des outils budgétaires majeurs, et ce sont aussi des outils de prévision d'évolution de dépenses. Quand vous commencez à avoir 6 années entières d'évolution de dépendance, vous pouvez commencer, c'est ce que nous faisons dans notre fédération, à calculer des trends et essayer d'avoir des prévisionnels budgétaires. Et là, que constatons-nous? Ah oui, c'est sur... voilà. Non, je suis un véritable virus pour un ordinateur. Je suis même trop près. Donc, ce que vous constatez, c'est qu'en 2015, le haut, donc les personnes valides, c'était 21%. Et vous voyez ce chiffre, d'année en année, baisser de manière extrêmement régulière. Les A, ce sont des personnes qui peuvent présenter certains phénomènes de désorientation, donc ce ne sont pas forcément des cas faciles. Et puis le premier cas dit lourd, puisque vous avez les lourds, ce sont les B. Et sans aller en excès dans la technique, ici nous avons calculé le poids relatif de chaque catégorie de dépendance en euros. Et donc, vous avez un différentiel de coût d'un cas O et de coût d'un cas B plus de 38 €. Donc quand une personne valide est remplacée par un cas lourd, eh bien le coût moyen sera de 38 € plus élevé par jour. Donc l'augmentation constante de la dépendance qu'on voit dans ces chiffres bruxellois, elle se retrouve aussi dans le niveau des forfaits moyens des établissements qui sont dans le tableau qui se situe en dessous, où vous voyez une croissance régulière du coût moyen pour chaque résident. Et donc, ceci veut dire qu'à offre constante, à nombre de lits constant, donc si la programmation ne change pas, il y a un trend qui va se poursuivre d'augmentation du degré de moyens de dépendance et qui va inévitablement
augmenter les coûts moyens de chaque résident et tout aussi inévitablement augmenter le budget requis pour pouvoir y faire face. Le constat est strictement pareil en Wallonie. C'est le même constat. Diminution des valides, augmentation des personnes dépendantes. Alors, je dois préciser que les augmentations de forfait peuvent avoir aussi d'autres influences. Et c'est là que la politique de chaque région ou de chaque entité référée va avoir une influence. Sans trop compliquer le débat, vous avez des lits de maisons de repos et des lits de maisons de repos et de soins. Grosso modo, le lit de maison de repos et de soins est réservé à des personnes lourdement dépendantes et bénéficie, avec des normes d'agrément particulières bien entendu, d'une équipe de personnel de l'ordre de 20 à 30% supérieure à celle de l'AMR, et donc d'un financement qui est supérieur. Entre 2015 et 2020-2021, et maintenant on a la confirmation du budget, enfin de la décision du gouvernement sur le budget 2022 en Wallonie, certaines régions ont mené des opérations de requalification de l'IMR en MRS. Donc, au-delà du trait de croissance de dépendance, on a converti, c'est-à-dire physiquement le lit est toujours là, mais on lui donne un autre statut qui fait qu'il perçoit un meilleur financement. C'est une politique qui a été menée massivement en Flandre. L'objectif voulu et qui devrait être atteint en 2022, en Flandre 2023, c'est d'avoir toutes les personnes lourdement dépendantes couvertes par la même norme de personnel MRS, qui était beaucoup moins menée à Bruxelles, parce que Bruxelles est une entité qui connaît des problèmes et qui risque de connaître des problèmes budgétaires quand même relativement prégnants pour qui a lu cette étude relativement récente, je pense, de l'université de Namur. Ça a un côté stressant pour un contribuable bruxellois, que je suis. Oui, se mettre de la Flandre, je vais voir si j'ai mis ou pas. Mais là, à Bruxelles, on n'a pas voulu procéder à des reconversions MRS. En Wallonie, on a mis en place une politique également de croissance du secteur en nombre de lits et de croissance du nombre de lits MRS. Et ici, en 2022, pour prendre un exemple concret, on devrait pouvoir reconvertir plus de 1000 lits MR en MRS en Wallonie. Alors, tout ça dépend évidemment des moyens et des volontés politiques de chaque communauté. Mais il est évident que si on fait un comparatif des dotations, tout ce qui est augmentation du cadre qualitatif, c'est-à-dire d'augmenter l'encadrement du personnel de soins et d'accompagnement par des reconversions de simples lits MR en MRS, ça c'est une charge que décide de prendre la région. L'augmentation de la dépendance, ça c'est une charge qui est imposée par la région, qui n'est pas financée par la dotation. Ceci étant dit, on parlait tout à l'heure, Benoît Collin parlait, oui, la région a plus intérêt, et je vais arriver peut-être à des choses qui peut-être pourraient en intéresser certains. La région a intérêt à plutôt mettre pas les gens en MR ou en MRS parce que c'est à charge de la région, et les hôpitaux ceci, les hôpitaux cela, c'est plus nuancé. En effet, on parlait de la kiné tout à l'heure, la kiné en MR est en nomenclature, c'est-à-dire à charge du fédéral. Quand on fait un lit MRS, eh bien, on soulage le budget fédéral. Et donc, c'est un jeu qui n'est pas toujours, pratiqué jusqu'au bout, mais on en arrive à avoir des transferts volontaires ou involontaires, conscients ou inconscients, de charges d'une entité vers une autre en fonction de la politique qu'on veut mener ou qu'on est contraint à mener. En ce qui concerne l'évolution du vieillissement, il y a plein de graphiques possibles. Ce qu'on doit simplement observer, c'est que vous savez, comme moi, sinon mieux, que la population en Flandre est la population qui vieillit le plus vite, que la Wallonie vient ensuite et que Bruxelles, on l'a dit suffisamment, a une structure jeune. Donc le défi du vieillissement, auquel il faut ajouter le défi de la croissance de dépendance, sera plus lourd en Flandre et plus lourd en Wallonie, sachant qu'il faudra savoir si telle région ou telle région aura les moyens de faire face. À Bruxelles, le défi sera différent
Le défi principal étant que c'est à Bruxelles qu'il y a le plus de personnes valides dans les maisons de repos. Pour des raisons historiques, notamment, et ce n'est pas une critique, dans le secteur public, ça c'est lié au problème de logement. Et donc on met plus volontiers des personnes âgées valides dans des maisons de repos pour des questions de logement. Et donc ici, il y a un grand problème, une grande question, parce que c'est toujours de dire oui, mais la maison de repos coûte trop cher. Ah oui, mais le domicile, c'est pas si bon marché que ça. Le risque qu'on a, c'est qu'on fasse un certain nombre de choix et de choix non réfléchis. Je crois qu'on a suffisamment exposé ce matin tous les enjeux de calcul propices, pertinents ou politiquement habiles de mode de dotation. Il est vrai qu'on n'est pas loin d'une 7e, enfin, pas loin, pas trop près, je ne sais pas, mais on en parle au Parlement. On a reçu une communication au Comité général des risques nous demandant de réfléchir sur les matières à régionaliser ou pas. Et donc ici, on va se retrouver, en fait, face à des choix. Alors, modestement, nous avons réalisé une étude qui était notamment revue et validée par Philippe de Feit, qui fait une approche, je pense, quand même assez forte de la comparaison des coûts entre l'hébergement, mais hébergement au sens large, service flat, enfin résidence-service, pardon, j'essaie de parler français, maison de repos, domicile, aide à domicile. En bénéficiant d'un certain nombre d'informations sur coût moyen, médecin, etc. Enfin, je ne vais pas tout vous expliquer, mais cette étude, elle a pour objectif, d'abord au niveau micro, mais après le niveau macro, évidemment, suit quasi naturellement, de dire voilà, en fonction de tel choix, de la situation de telle personne, par rapport à sa santé, aux services à domicile, aux aides à domicile, aux soins à domicile auxquels elle fait appel, combien potentiellement, en théorie, ça lui coûte, combien ça coûte à l'autorité publique, et en établissant une différentielle au sein du coût pour l'autorité publique entre la région ou la communauté et le fédéral. Bon. J'ai simplement essayé brièvement ici, parce qu'évidemment c'était quand même un gros travail, et il y a une modélisation qui existe sur Internet avec des simulations possibles, mais grosso modo, en fait, l'histoire du vieillissement d'une personne, c'est l'histoire d'un trajet de vie. On commence en étant en forme, on n'a pas besoin d'aide. Et puis au fur et à mesure où l'âge avance, mais parfois on a la chance, c'est ce que tout le monde souhaite, de mourir en bonne santé, indépendant, autonome, et avec suffisamment de moyens pour vivre. Et ça ne sera pas donné à tous, malheureusement. Et donc, en fonction de cette trajectoire de soins, ce programme qu'on a fait, cette étude qu'on a réalisée, permet de compter des coûts. Donc, par exemple, quand vous possédez votre domicile, vous avez quand même des coûts. On a relevé, grâce à une union mutualiste nationale, nous avons les coûts moyens pour les personnes résidant, pour les personnes 80 ans et plus, et les personnes en institution d'intervention médecin. Coûts moyens médicaments. Ce sont des coûts qu'il ne faut pas oublier, enfin, qui restent fédéraux. On a les coûts moyens d'intervention pour les soins à domicile. On a les coûts pour les aides à domicile. Et donc là, il y a moyen de choisir et de dire, ben voilà, en fonction de la situation de telle personne, eh bien, voilà ce que ça coûte en moyenne à la personne, voilà ce que ça coûte en moyenne à l'autorité publique, et voilà en distinguant fédéral, communauté et région. Là, vous verrez qu'au fur et à mesure, ça ne vous étonnera pas, où la dépendance croît, eh bien les coûts augmentent. Mais comme je pense que l'écran, il y a des gens très loin, je ne sais pas que le temps avance et que les slides vous seront remis, je crois qu'on peut retenir les grands enseignements suivants. Ce que je vais dire, je vais commencer par ce qui peut paraître suspect. La maison de repos n'est pas forcément la formule la plus chère. Voilà. Pub terminée. Mais non, mais c'est pointable et vérifiable. La question, c'est qu'à un moment donné, il y a des situations, hormis les questions d'isolement social,
Il y a des situations où la question de la réponse adéquate aux besoins, ou la mesure adéquate du besoin, et à la mesure de ce jusqu'où l'autorité publique doit aller dans le soutien de souhaits individuels, la réponse se trouve dans l'étude. Si je parle de manière très cynique, la meilleure solution pour la région, c'est la résidence-service. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il y a des soins requis, c'est le fédéral qui paie par les soins à domicile, et qu'en termes d'aide à domicile, la mécanique même de la résidence-service où des services sont déjà donnés dans le package de départ du contrat d'hébergement fait qu'on a besoin de moins d'aide à domicile. La situation privilégiée de la personne, c'est évidemment celle qui est propriétaire de son logement. Et nous, on a préparé à peu près 2 ans de travail, on a préparé ce document et cette étude et ce logiciel, évidemment, dans le cadre non pas de faire de la publicité, ça correspondait chez moi à une espèce d'énervement face à des slogans que j'entendais. Ouais, la maison de repos est trop chère, oui, c'est mieux ceci, et puis je me suis dit, au fond, tiens, on va voir. Et c'est vrai que la maison de repos, elle peut être trop chère pour des questions d'accessibilité. Elle n'est pas forcément la solution la plus chère, ou la plus pertinente, ou la moins pertinente. La seule chose qu'il faut faire, c'est essayer, je crois, enfin, de s'intéresser à une mesure des besoins. Donc, ici, quelles sont les pistes de solutions pour l'avenir? Alors, certainement pas hébergement, que ce soit résidence-service, contre maintien à domicile. Les deux seront nécessaires. La question, ça serait une question, à mes yeux, d'efficacité, d'efficience des moyens qui devront être mis en œuvre. Par exemple, ici, il y a une étude assez ancienne, elle a plus de 10 ans, qui avait été faite par les mutualités chrétiennes en ce qui concerne la garde de nuit. Par exemple, la garde de nuit, on pourrait penser que c'est plus pour des personnes qui sont dépendantes, et cette étude démontrait que c'était plus des personnes indépendantes qui souhaitaient avoir la garde de nuit. Est-ce que c'est une priorité de donner un sentiment de sécurité? Est-ce que c'est une... Parce que la garde de nuit, évidemment, coûte une fortune, hein, à tous. Donc, ça, c'est vraiment une approche des besoins. C'est surtout une approche extrêmement prudente par rapport à une 7e réforme de l'État, où, si on parle d'homogénéité de compétences, vous avez soit, on dit, on a une politique homogène par rapport à la population âgée, et à ce moment-là, on sait que la consommation de soins et d'aide est la plus importante, où vous avez le bloc de l'hébergement qui est parti aux entités fédérées. Les entités fédérées avaient déjà l'aide à domicile, c'est-à-dire les aides ménagères, ou les aides familiales. On parle beaucoup d'approche multidisciplinaire et accompagnée de la personne, ce qui pourrait vouloir dire qu'une logique de cohérence de compétences serait de retirer les soins à domicile au fédéral et les injecter dans les entités fédérées. Et là, il y aura des calculs extrêmement sérieux à faire, je pense, et c'est un peu l'objectif. Alors, que faut-il faire pour que ça soit gérable? Essayer de trouver l'efficience. Tania, je dis toujours Tania parce qu'on se connaît bien, mais Madame Dekens, pardon, a dit on a réussi à faire des économies sur le fonctionnement. C'est vrai que la défédéralisation, la création de nouveaux OIP a généré des coûts supplémentaires. C'est à chaque fois qu'il a fallu créer de nouvelles administrations. Moi, à l'INAMI, il y avait 10 temps pleins dans les maisons de repos, pour s'occuper de toutes les maisons de repos du pays. Donc ça a un coût. Chercher l'efficience, ça c'est une chose. Et surtout, je pense revoir les normes de personnel. Parce que c'est là l'essentiel. Ici, actuellement, on ne trouve plus de personnel infirmier, on ne trouve plus de personnel aide-soignant. Il y a des maisons qui refusent maintenant des nouveaux résidents parce qu'ils n'ont pas le personnel pour les encadrer. Et là, ces normes de personnel, elles ont été fixées au début des années 80. Alors, anecdotique, pourquoi une norme par 30? Parce que c'était la norme des tentes des hôpitaux de campagne de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Souvenir des libérateurs qui étaient laissés dans le calcul des normes de personnel. Et là, il y a certainement des choses à faire, certainement non, des économies, entre guillemets, à faire, qui permettraient de libérer des qualifications. Est-ce qu'il faut refédéraliser? Je pense qu'on est déjà trop tard. Je vous ai dit qu'on était déjà
dans des notions même de conclusion de conventions collectives en commission paritaire 330, qui est la commission paritaire fédérale pour les institutions de soins, où nous sommes encore. Il est devenu très malvenu de négocier des accords qui ne concernent que les secteurs régionalisés. C'est un endroit où on vient signer des accords négociés ailleurs. Sur les prix, on a aussi eu certains malheurs pour les résidents, puisque certaines régions ont voulu, au nom de la transparence du prix, demander aux personnes âgées dire qu'il fallait introduire des suppléments, ce qui génère aujourd'hui des augmentations de 4 à 5 euros par jour en moyenne, alors que la population n'est pas forcément dans les moyens de le faire. Donc, pour nous, refédéraliser, c'est impossible. On est trop loin déjà. L'enjeu, ça sera que chaque entité puisse trouver les moyens, rouvrir la boîte de Pandore de l'article de la loi spéciale de financement. Ça, c'est un sport, je pense, délicat. Mais c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent sur de simples critères de population par rapport à des critères de besoin en soins. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Des remarques, des questions, des commentaires? Justement parler de l'efficience dans le secteur qui doit s'améliorer. Est-ce qu'il ne faudrait pas en premier lieu, et là vous avez fait aux aides familiales, est-ce qu'il ne faudrait pas faire en sorte aussi que le coût pour l'autorité publique, quel que soit son niveau de compétence, et le coût pour le patient aille dans la même direction? Parce qu'actuellement, c'est moins cher pour le patient d'aller chercher une qualification supérieure sur un infirmier à domicile plutôt qu'une aide familiale. Ce qui fait que pendant, c'est plus long que la saison de réforme, ça fait plus de 20 ans qu'il y a un parasitisme financier de la part des régions sur le dos du fédéral parce que les soins infirmiers font des tâches que les aides familiales pourraient faire, mais c'est beaucoup plus cher pour les patients. Parce qu'à ce niveau-là, surtout dans votre secteur saucissonné en termes de compétences, il ne faudrait pas avoir ça en premier. Mais vous plaidez à convaincu. Ici, quand on regarde la part d'investissement dans le PIB pour les soins de santé, on se situe pas mal. La question ici, c'est que on part avec une routine de passé où il y a des effets d'aubaine, voulus ou non voulus, hein, parce que objectivement, enfin, vous connaissez bien le système aussi, mais parce que je le connais bien, mais objectivement parfois pas voulu, où on a du gaspillage. En Belgique, avec les normes de personnel, on se rassure avec des diplômes. On ne se rassure pas avec des éléments, mais que faut-il vraiment? Quel est le besoin? Il y a en effet une tendance lourde des régions, mais les régions, la pire chose qui pourrait arriver aux régions, c'est d'avoir un transfert de compétences des soins à domicile, avec un transfert de dotation qui sera ce qu'il est. Hein. Ça, à ce moment-là, il se tire une balle dans le pied tout en se jetant du 6e étage, pour être sûr de ne pas se rater. Et encore, ils ont encore une chance de survivre. Donc là, en effet, l'efficience, c'est une nécessité. On a une espèce de, allez j'y vais, d'angélisation, d'héroïsation du personnel infirmier. Hein, les blouses blanches, là, j'ai beaucoup de respect pour eux. Hein. Quand on voit ce qui s'est passé, nous on l'a bien vécu, si j'ose dire, la crise Covid. Hein. On a vu des choses terribles se passer dans les hôpitaux, hein. Terribles se passer dans les maisons de repos. Hein. Moi, il y a des gens qui n'avaient pas de matériel de protection et qui, pour se protéger, en blouse à usage unique, prenaient des sacs poubelles et faisaient 3 trous dedans. Hein. Ils ont fait preuve de beaucoup de courage. Énorme. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on doit avoir une réflexion sur la manière dont on répond aux besoins de la manière la plus pertinente. Est-ce qu'il faut est-ce qu'une infirmière doit faire du travail d'aide ménagère? Est-ce qu'une aide-soignante qu'on a maintenant développée, à qui on a confié de plus en plus d'actes délégués, hein, 2006, plus encore la dernière réforme, est-ce qu'elle doit faire du travail d'aide logistique? Il ne s'agit pas d'aller vers un bradage de qualité, mais au contraire d'une réponse la plus concrète possible.
Il vaut peut-être mieux avoir des praticiens de l'air infirmier dans des services hospitaliers, ou quand j'entends qu'il en manque 20 temps plein dans un service, je pense, de pneumologie à Liège, que dans des maisons de repos à refaire des lits. Et là est la question de l'efficience. Il y aura aussi la question de l'efficience avec la digitalisation, avec d'autres questions qui vont se poser, mais c'est vrai que, bon, on parle du tsunami du vieillissement. Si on n'a pas le courage de faire des réformes, en ayant l'intelligence de répondre aux deux problèmes fondamentaux qui empêchent une réforme. Un, les effets, les routines, deux, les redistributions. Les réformes ne se bloquent que par les effets de redistribution, mais on peut trouver des solutions extinctives. Là, pour moi, on va droit dans le mur. Ou alors c'est simple, on contingente, on programme, on dit, ben voilà, nous on a les moyens de financer autant de lits de maisons de repos. Nous on a les moyens de payer tel contingent pour l'aide à domicile. Et on ne le dépasse pas, et le reste, les gens, comme dirait Tania Dekens, trekje plan, tirez votre plan. C'est aussi un choix, mais ça devient un choix de société. Oui. Merci pour votre exposé, en tout cas, et je suis très sensible à cette recherche, entre guillemets, de clés plus objectives pour évaluer les besoins. Vous devez savoir que la clé qui a été utilisée n'était pas la clé besoin, derrière elle était besoin, et on essayait de voir si elle collait ou pas à la trajectoire. Alors à savoir comment, et ça c'est les services compétents du fédéral qui avaient calculé les besoins, ça évidemment, moi je ne suis pas capable de dire à l'époque comment ils le faisaient. Mais il y a quelque chose qui me perturbe dans ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a une grande recherche d'efficience, mais aujourd'hui il me semble que les régions ont quand même déjà beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer cette efficience. Alors est-ce que c'est une question aujourd'hui de courage politique à oser réformer le modèle? Donc ça c'est ma première question, parce que même si le modèle était resté totalement fédéral, le problème du financement se poserait de la même manière. Et en filigrane de la 6e réforme de l'État, il y a le transfert de la charge du vieillissement, en disant que les entités fédérées devront aller chercher les marges de manœuvre que le fédéral ne sait plus aller chercher. Donc, grosso modo, on savait bien que la politique a changé, il fallait aller chercher des marges de manœuvre ailleurs. Et donc, c'est pas une question de 6e réforme de l'État, c'est plus important que ça, cette question, quelle priorité on donne aujourd'hui, entre guillemets, à l'accompagnement de notre vieillissement et quelles sont les marges budgétaires qu'on met. Alors, dans la logique de cette question-là, qu'est-ce que vous pensez de l'assurance dépendance, où la Flandre a déjà été très très loin, la Wallonie a enterré le dossier, je pense que Bruxelles aussi. N'ose pas y penser. Voilà. Merci. Donc, je crois qu'il y a plusieurs choses. La première, mais moi je ne suis qu'un modeste juriste, hein, donc je ne suis pas un soignant, je ne suis pas un scientifique. La seule chose que moi j'essaie de me dire quand il s'agit dans ma fédération, qui est une entreprise aussi, hein, voilà, on me dit on est en période de budget, etc. Donc on sait comment ça va. Dès que vous avez besoin de quoi, j'ai dit mais oui, j'ai besoin de quoi, pourquoi faire? Et qui, dans mon personnel, fait quoi? Et qui fait quoi? Et j'ai besoin de quelles compétences pour faire ce qu'il faut. La vraie question à laquelle on n'a jamais répondu dans le secteur de l'hébergement, c'est qui fait quoi? C'est, il y a, et j'espère que les choses vont bouger, notamment, je caresse l'espoir à Bruxelles, c'est que ici, on a vécu dans un système, et vous avez devant vous un grand complice, hein, un grand fautif, hein, du temps, comme on disait, de l'INAMI. Nous sommes passés du 11e ou 12e poste budgétaire au 4e. Il y a des investissements massifs qui ont été faits en faveur du secteur des maisons de repos. On parle encore, entre vieux crocodiles, du temps des 4,5%. Et du temps des 4,5%, plus votre budget augmentait, plus vous aviez des marges l'année suivante. Et donc on a augmenté, on a fait dans la facilité, il faut le dire. Ici, l'enjeu, c'est qu'on a créé, avec des bonnes et de mauvaises raisons, un système qui a multiplié les options sur une voiture. Et on est maintenant dans une situation où on doit commencer à se poser la question de savoir si on a de l'essence, ou mieux dit, pour l'avenir, de l'électricité pour faire tourner le moteur. Donc la vraie question qui se pose maintenant,
c'est que, et on a commencé un travail avec un professeur d'université, c'est de dire qui fait quoi. Est-ce que une infirmière ou un praticien de l'air infirmier est utilisé de manière optimale alors que son travail pourrait être parfaitement fait par une autre personne. Et quand je dis de manière optimale, c'est pas seulement une question de rentabilité, c'est une question de pouvoir réaliser son métier. Maintenant, les années d'études ont été augmentées d'1 an. Quand vous faites des études, c'est pour pouvoir vous concrétiser dans votre profession les connaissances que vous avez voulu acquérir. Bon, moi, j'ai fait des études de droit pour faire du droit et venir parler de choses autres que le droit l'après-midi à l'ULB. Mais là, c'est important parce qu'il y a la valorisation aussi personnelle. Mais les infirmiers, par exemple, l'après-midi, vous avez des moments d'intensité de besoin de main-d'œuvre, si j'ose dire. C'est le matin, c'est le midi et le soir. Entre les deux, il y a les questions d'entretien et l'après-midi, oui, il y a l'animation, on joue aux cartes ou au ballon. J'ai horreur de ça parce que ça infantilise les gens d'une manière que je trouve extrêmement pénible. Mais objectivement, c'est est-ce qu'on a besoin, le praticien de l'air infirmier, quel pourcentage de son temps plein est utilisé dans le cadre de sa compétence, dans le cadre non seulement de ses actes techniques, dont la délégation a augmenté, mais aussi dans le cadre de sa coordination des soins, du contrôle de délégation. Est-ce qu'une aide-soignante qualifiée, est-ce qu'elle doit refaire un lit? Je ne suis pas en train de dire, mais là, une réforme de fond est énorme. Ce qui pose problème, c'est qu'on risque à ce moment-là de toucher à de vieux équilibres, à des tabous rassurants, à une profession qui a su très bien se défendre. Et là, toutes les réformes, soit on fait une réformette, ça ne verra rien, ou soit on se dit on met les choses à plat et on rencontre les effets de redistribution parce que c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui bloque les réformes? On parlait tout à l'heure de la maternité de M. Van Deurzen. Oui, mais si je suis touché, je ne suis pas d'accord. Si on supprime, ah oui, mais mon Dieu, si on supprime les places de parking des bureaux, moi j'appelle la mienne, je ne suis pas d'accord. Mais là, il y a un vrai enjeu, sinon on va droit dans le mur. On ne trouvera plus de personnel. Et donc là, on a des discussions notamment avec un cabinet bruxellois, pas plus tard qu'il y a un peu moins de 2 semaines, où il y a des velléités de réforme des groupes de travail, etc. Moi, je leur ai dit platement, en disant votre truc de groupe d'atelier de réforme des normes, ça ne veut rien dire. On a passé 2 réunions à s'ennuyer copieusement. Si vous c'est simplement garder les normes actuelles en ajoutant un petit bout de quelque chose qui ne fera même pas un emploi supplémentaire dans la maison. Mais là, il y a un moment donné de courage. Parce que, moi je dis ça, c'est facile pour moi, mais c'est une décision politique. C'est comme pour la vaccination obligatoire. Maintenant, c'est une décision politique. L'enjeu étant, et j'en terminerai par là, parce que c'est nous aussi notre angoisse, en tant qu'établissement de soins non fédéraux, c'est, il y a un texte en préparation chez Van den Broek, on le sait. Bon, le CNT a remis un avis partagé, on le sait. Patron contre syndicat. Il y a un texte en préparation chez Van den Broek où on dit, on va la rendre obligatoire pour les professions de soins, professions de santé. Mais dans la liste du personnel de soins des maisons de repos, il y a d'autres personnes que les gens l'art de guérir. Il commence à voir, M. Dermain travaillerait sur un dossier aussi, et il y a des rumeurs qui nous sont revenues disant que pour ce qui n'est pas de la compétence du fédéral pour la vaccination obligatoire du personnel, ça serait les régions ou les entités fédérées qui devraient prendre dans leur champ de compétences des normes qualitatives d'agrément pour la vaccination. Au secours. Au secours. C'est ça aussi un peu la Belgique. Et là, par moment, on souhaite qu'il y ait quand même des choses... mais là, c'est une question un peu de courage et de punch. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres l'assurance dépendance? Ah oui, excusez-moi. L'assurance dépendance. L'assurance dépendance, c'est un choix, je crois que c'est indispensable. On ne peut pas... Enfin, je vais prendre le problème autrement. L'assurance dépendance, c'est une question pour la personne de pouvoir bénéficier de moyens supplémentaires
par rapport à ses ressources habituelles. L'enjeu, on parle toujours de problème d'accessibilité, l'enjeu c'est aussi le niveau des pensions et la tenabilité des pensions et des retraites. Alors la Flandre, mais encore une fois, l'assurance dépendance en Flandre, sa mise en place a correspondu à un objectif politique, dans lequel la Flandre a investi, parce que le système n'est pas self-supporting, bien au contraire. Donc on a mis une espèce de cotisation symbolique, parce qu'elle est au niveau du symbole, même quand elle était augmentée, mais c'est un élément important. En Wallonie, il y a eu des velléités de mise en place et puis ça a été enterré. À Bruxelles, on n'a même pas pris la fiole pour une fécondation in vitro. Ça les inquiète, budgétairement. Mais il est évident que ça soit d'une manière ou d'une autre, un mécanisme d'assurance, moi je plaide pour qu'il soit public. Je plaide pour qu'il soit public. Mais si le public ne le met pas en place, est-ce qu'on pourra mettre un mécanisme d'assurance privée? Est-ce que c'est souhaitable ou non dans notre société? Est-ce que ça sera payable ou non? Ça, c'est une autre question. Je sais qu'il y a des études qui ont été faites par certaines compagnies d'assurance, mais quelque part, tout est une question de moyens. L'assurance dépendance, quand vous bénéficiez d'une intervention d'assurance dépendance qui vient vous aider à faire face à vos charges, je trouve que c'est un mode qui préserve la dignité de la personne. Parce que vous avez cotisé, ça vous donne un droit et ça vous donne une plus grande capacité contributive plutôt que de devoir aller solliciter l'assistance publique, comme on disait dans l'ancien temps. Donc moi j'en suis partisan, mais là encore une fois, c'est une question de responsabilité et de décision politique. Moi ce que je vois, et c'est permanent, dans la fédération flamande, donc quand même, je ne suis pas l'opérationnel au day-to-day, mais enfin, comité de direction, c'est quand même le moteur. Vraiment, le réflexe, c'est de dire on avance, on fait flamand. Et quand on ne trouve pas ce qu'on veut ou ce qu'on espère au fédéral, on dit il faut demander de le mettre du côté flamand. Ah, on a des problèmes de personnel, on a des problèmes de personnel infirmier. Le fédéral, la loi de 78, enfin l'arrêté royal 78, l'art de guérir. Ah ben ça va pas assez vite, on demande de la défédéralisation. Et donc là, maintenant, reste à voir comment les choses vont tourner, mais l'enjeu, c'est de pouvoir permettre aux personnes d'avoir des moyens suffisants pour vivre dignement, avec une contribution obligatoire qui soit assurance, ça c'est clair, pension, et aussi une forme de responsabilité de la personne par rapport à ce qu'elle fait. Moi, je ne peux que vous confirmer à vous tous, devenez propriétaire de votre logement. C'est la meilleure épargne que vous puissiez avoir pour votre avenir. Ça va? Merci. D'autres questions, remarques? Ok. C'était tellement complet. Merci beaucoup.